D'être présent aujourd'hui pour cet événement spécial dédié au marketplace et à l'e-commerce et comment l'expertise des uns et des autres peut vous enrichir. Alors, comme je disais, on a beaucoup d'adhérents et de membres de l'APEX aujourd'hui, et c'est vraiment le e-commerce est un des sujets, on va dire, les plus intéressants et les plus sensibles du développement business en ce moment, aussi bien national qu'international. Et au travers de quelques exemples, de montrer que durant la période du Covid, excusez-moi, durant la période du Covid, du confinement, l'e-commerce a été parfois salvateur pour certaines de nos entreprises. Et pour quelques entreprises, en tout cas, de l'APEX, à travers le témoignage de Vincent Auger et de ses outils, Jordan Assouline, qui dirige la société Kakatoès, qui est une société marseillaise, française, qui produit des produits, comment on dit ça, des chaussures de plage, des sandales en plastique avec une technologie particulière et un savoir-faire et une expertise extrêmement spécifique, et aujourd'hui qui est plus une petite entreprise et qui grandit petit à petit. On a aussi avec nous Jean-Marc Arcucci qui va transmettre toutes ses connaissances, son expertise et son savoir-faire. Merci à vous d'être présents. Je vais les laisser de suite intervenir pour qu'on puisse avoir quand même un bon timing de questions après l'événement. Merci beaucoup à tous d'être là. Prochain rendez-vous avec la société Capsum que j'adore et que je connais depuis que j'ai commencé à faire de la micro-encapsulation, puisqu'en fait, ils fabriquent des micro-perles pour de grandes marques cosmétiques comme Chanel, La Prairie. Et notamment, ils ont fait un produit qui est très connu qui s'appelle Caviar. Et donc, il va venir nous raconter un petit peu ses débuts, puisqu'il s'était installé ici à Marseille, et sa croissance et comment ils se sont fait racheter par Chanel. Donc, c'est très, très intéressant et très gros rendez-vous pour le 16 juin. C'est ça, Anna? Voilà. Donc, je vais laisser la parole à trois partenaires sur le sujet des e-market et de la marketplace. Et merci beaucoup à vous. Merci Nathalie pour ces présentations. Donc, je suis Jean-René Arcucci, président de Data Solutions. On fait de la veille concurrentielle sur le marché du retail. Et je vais essayer d'introduire ce webinaire en vous donnant une vision un peu macro et retraçant un peu l'historique de ce marché du commerce de détail sur ces 10 dernières années. Pourquoi c'est important de planter ce décor? Parce que l'e-commerce est né depuis plus d'une dizaine d'années en voyant la mutation du retail vers le digital, dû à la démocratisation d'Internet par son usage et son accessibilité. Les shoppers, les consommateurs, ont progressivement transféré une partie de leur consommation sur le web, et on s'est aperçu que la nécessité du lien physique entre le produit et le consommateur s'est progressivement assouplie, estompée plutôt, permettant la mise en ligne de différents produits de secteurs divers et variés. La notion d'e-commerce était vraiment née à ce moment-là. Ce nouveau canal de distribution, l'e-commerce donc, a permis de changer le rapport de force et donner le pouvoir au consommateur, qui est passé d'un acteur en fait passif face à l'offre d'un distributeur à un acteur exigeant faisant valoir ses propres préoccupations et ses besoins. En fait, cette transition, elle est apparue grâce à la recherche simplifiée par Internet de l'information sur les produits, sur la lisibilité. Et en tant qu'utilisateur, que consommateur, on s'est mis à butiner, à être volatile d'un marchand à un autre. On parle aujourd'hui de shoppercratie. C'est un terme qui est né il y a quelques années pour bien illustrer ce côté roi du consommateur. Et le marché de la grande distribution alimentaire en est un très bon exemple. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit de l'explosion du secteur du bio, de l'exigence quant à la provenance des produits, à la façon de les produire, aux valeurs nutritionnelles. Donc, ce consommateur roi, en fait, il est en train de bouleverser les règles du commerce traditionnel et les codes du commerce traditionnel, parce qu'il faut que le marché s'adapte à la pluricanalité. Le canal physique de distribution était maîtrisé. On a dû cohabiter avec le canal digital, et on parle aujourd'hui d'une omnicanalité, puisque
que l'on vende des produits sur Internet ou en magasin, tout doit être indolore pour le consommateur. J'achète un produit en ligne, je peux le ramener en boutique, ma carte de fidélité est remboursée, etc. Donc, pas mal de bouleversements sur la chaîne logistique, la communication avec son consommateur, la relation client, le service après-vente, la veille concurrentielle. Ce qui m'amène en fait à faire un parallèle. J'ai l'impression que la croissance du e-commerce sur les 10 dernières années, ça me rappelle un peu l'avènement des hypermarchés et des centres commerciaux qui ont déplacé les bassins de consommation du centre-ville vers les périphéries urbaines, impliquant la désertification des centres-villes et tous les problèmes économiques liés. Le début de l'e-commerce, c'était un peu ça. Seuls les gros ou les techniques digitalisaient leur offre ou mettaient en ligne des produits. Et petit à petit, ce canal s'est démocratisé grâce en fait, à la sortie de différents services, outils que l'on va un peu vous détailler par la suite. Pour recentrer un peu sur la période que l'on vient de vivre et que nous vivons encore, le Covid et ce confinement, ça a été un catalyseur en fait, pour cette digitalisation, pour ce e-commerce. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'exemples, et c'est ça qu'on va citer, beaucoup d'exemples ont été mis en avant et comment on peut dire, des initiatives assez remarquables, comme l'utilisation beaucoup de Facebook, de InstaShops ou du Drive Local, une application poussée par Ops très récemment, qui permettait aux petits commerçants, aux fleuristes, aux traiteurs de digitaliser un catalogue de produits. Les chefs cuisiniers se sont mis à livrer. Les grandes enseignes qui n'étaient pas encore sur du click and collect ont ouvert des services de drive, de livraison. Et même certains partenariats un peu plus osés comme Carrefour et Uber ont vu naissance et sûrement pour un peu de temps. Je finirai cette introduction en disant que l'importance du monde physique ne doit pas être négligée dans ce e-commerce parce que c'est ça qui garde la relation humaine dans le commerce entre un commerçant, un produit et un consommateur. Et tout l'enjeu en fait, de cette transformation va être le monde digital que l'on est en train de créer et pour ne pas se priver et ne plus se priver d'aucun canal de distribution. Donc, je laisse la parole maintenant à Vincent qui va peut-être nous présenter un peu plus en détail les différents outils et les différentes façons de se digitaliser. Oui, bonjour à tous. Merci Jean-René pour la présentation du contexte. Donc, moi, je m'appelle Vincent Auger, je dirige Market Invaders et Market Invaders aide les entreprises à démultiplier leurs ventes sur Internet et notamment sur les places de marché. Alors, selon moi, le sujet n'est plus de savoir s'il faut digitaliser son réseau de distribution, ni quand faut-il le faire, mais plutôt comment. Ce qui a été cité par Jean-René, les changements de paradigme, donc la modification du comportement des acheteurs d'un côté et la digitalisation du retail de l'autre, ont été effectivement accélérés par le Covid. Et les entreprises ont dû ou doivent repenser leur stratégie de distribution et promotion des ventes. Donc le Covid, ça a accéléré beaucoup de phénomènes. Ça va même au-delà avec la transformation digitale des entreprises, on en reparlera un petit peu après. Et ça a été aussi malheureusement un accélérateur de faillite ou de quasi-faillite. On l'a vu dans la presse, je pense que vous l'avez vu également aux États-Unis, la chute des modèles de centres commerciaux, ce qu'ils appellent le retail apocalypse, qui a été accéléré. On a vu JC Penney et Hertz, par exemple, la société de location de voitures qui a été placée sous le régime américain de faillite. Et en France, malheureusement, on a vu également qu'un certain nombre d'enseignes historiques comme Camaïeu, La Halle, Nafna, André, etc., et un peu plus proche de chez nous, Orchestra et Alinea, qui sont en situation délicate. Alors bien sûr, c'est pas le Covid qui est à l'origine de tout ça, c'est plus un catalyseur ou un accélérateur. Donc voilà, ça c'était le côté un peu sombre de la présentation. Donc le tableau est pas tout noir non plus. Il y a aussi du positif. Et notamment chez nos clients, ce que l'on voit, c'est que le Covid a catalysé leur transformation digitale. Ils ont dû vendre en ligne pour survivre du jour au lendemain. Et comment est-ce que ça s'est traduit ? Finalement, soit les sociétés n'étaient pas encore clientes et ont lancé leur commercialisation sur les places de marché, soit certains clients étaient présents sur une ou deux places de marché et ont du jour au lendemain ouvert de nouveaux canaux pour avoir plus d'audience et plus de volume de vente. D'autres aussi avaient
décidé de passer le cap de la place de marché, mais petit à petit en mettant une partie du catalogue en ligne. Et là, la solution, ça a été d'augmenter, de mettre le plus d'articles en ligne sur notamment les places de marché. Et ce qu'ont vu aussi nos clients, et ce qu'on voit à travers eux, c'est que la transformation des habitudes des consommateurs a été réelle, hein, parce que le seul moyen d'acheter, c'était d'acheter en ligne, hein, comme pour vous et moi. Et ce qui fait qu'on a certains clients qui ont eu un volume de vente qui a été réellement démultiplié. Nos partenaires Cdiscount et la Fnac nous ont indiqué également il y a peu de temps que pendant le Covid, ils ont enregistré des volumes de vente équivalents à la période de Noël. Et pour El Corte Inglés, en Espagne, le ratio était de 1 à 5 sur la partie online. Donc, c'est du jamais vu, si vous voulez, dans l'histoire du e-commerce. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que, et là, c'est du conditionnel, hein, c'est qu'il semblerait que cette tendance serait durable en partie. Alors, c'est un petit peu tôt quand même pour confirmer totalement cette tendance. Mais en tout cas, si vous voulez, la courbe n'est pas redescendue au niveau pré-Covid et le niveau de vente reste assez élevé en fait. On a un certain nombre d'études qui en parlent et je pense que ça va continuer, mais une qui m'a marqué où un Français sur 12 parmi 1000 participants qui ont été consultés, 1000 consommateurs, déclare qu'il fera davantage livrer ses produits qu'avant, du fait des habitudes prises pendant le Covid. Et moi, concrètement, dans ma sphère personnelle, effectivement, j'ai des gens qui étaient un petit peu contre tout ça, contre le e-commerce et qui, un peu d'au mûr, se sont mis à acheter et se sont dit, c'est peut-être pas la nouvelle manière de consommer pour eux, mais ça devient une nouvelle alternative. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle de ce confinement, en tout cas, ce qui est ma conviction, c'est qu'on a appris de ce moment-là un peu particulier que de nombreuses entreprises ont su réorienter leur stratégie de distribution en ligne en un temps record, avec à la clé des économies considérables. Donc, si vous voulez, les sociétés ont dû rapidement, sans avoir besoin d'élaborer un plan stratégique, sans avoir besoin de mobiliser une armée de consultants ou de rencontrer physiquement les différents interlocuteurs de projets, réorganiser leur société. Et il y a un article justement écrit par le cofondateur de Miracle qui illustre très bien ce sujet, hein, qui montre que les entreprises ont pu, que ce soit au niveau de l'organisation du travail, le télétravail ou bien la digitalisation des ventes, soulever quelque part des montagnes et gagner, certains disent 6 mois, 2 ans, 3 ans de projets du fait de cette pression créatrice. Donc l'enseignement, c'est que le virage du digital, le développement en ligne des ventes, peut être réalisé rapidement et à moindre coût. C'est le message que je voulais faire passer aux membres de l'APEX. Donc si certains l'ont fait, c'est que c'est faisable en fait. Et à ce propos, je pense que c'est le bon moment, Jordan, pour vous passer la parole. On a parlé dans la préparation du webinaire de ce que vous avez vécu avec l'arrêt brutal des ventes B2B et la réorganisation des équipes. Et je pense que votre retour est intéressant. Bonjour, donc je suis Jordan Assouline, je suis la fondatrice de la marque Kakatoès. Kakatoès, c'est des sandales en PVC recyclable parfumé, en injecté. Donc, le gros de notre activité, c'est les ventes B2B. Ça représente 85% de notre activité. On a créé notre site internet dès la première année, mais jusqu'à présent, c'était plus une carte de visite, c'est un petit complément de revenus. C'était pas grand-chose. On le faisait parce qu'on savait qu'il fallait le faire, qu'il fallait y être, mais ce n'était pas notre priorité. On est une marque saisonnière, donc on fait 80% de notre chiffre d'affaires de mars à août. Et quand au mois de mars, il y a eu le confinement, on s'est retrouvés en quasi-totalité de nos ventes. Donc là, on s'est dit, il faut trouver une solution. On a très vite, donc on s'est tous réadaptés, toute notre équipe, on s'est dit, il faut changer. On
on était en rapport avec des places de marché partout, Amazon, mais qu'on laissait de côté parce qu'on n'avait pas le temps. C'était le site internet, c'était pas une grosse partie. Tous mes vendeurs responsables commerciaux B2B sont passés sur l'internet. On a intégré dès la deuxième semaine du confinement, par exemple, la place de marché partout. Et on a connu de très belles performances. On a fait sur les mois de avril, mai, plus de 500% d'augmentation sur notre site internet. Et notamment avec la place de marché partout, ça a représenté 10% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est un très beau début pour une nouvelle marque sur une place de marché. Donc on est assez satisfait. Il a fallu aussi qu'on change tous nos plannings marketing parce qu'on n'avait pas prévu jusqu'à présent communiquer Kakatoès et les sandales de plage, mais on peut les mettre aussi dehors. Et là, il fallait tout refaire, tous les plannings, toutes les publications, tous les visuels. C'est Kakatoès aussi à la maison. Donc, il a fallu être très réactif et toute l'équipe qui était essentiellement B2B est passée en B2C, c'est pour les ventes en ligne. Voilà. Ok, merci. C'est ça. Je pense que c'est un très, très bon exemple de revirement de situation, notamment pour les sociétés qui avaient commencé, celles qui partaient de zéro, c'était un peu plus compliqué, mais on l'a vu faire. Donc voilà, on m'a demandé d'être pragmatique et de vous présenter les différentes solutions existantes pour développer les ventes en ligne. Donc pour vendre en ligne, il faut avoir un site internet marchand ou bien vendre via un intermédiaire comme par exemple une place de marché. Alors sur le sujet de la création des sites, il y a de nombreuses solutions technologiques qui existent pour créer un site efficace, qui respecte les bonnes pratiques, etc. et à moindre coût. Les agences web qui sont spécialisées là-dessus utilisent donc des solutions, pour ne pas les nommer, comme PrestaShop, Shopify ou WordPress, qui sont des usines à générer des sites, si vous voulez. Et vous avez également de nombreux consultants qui peuvent vous aiguiller sur les problématiques de référencement naturel et d'acquisition de nouveaux clients en ligne, parce que le sujet, quand on a un site, c'est de se faire connaître. Après, voilà, entre les sites, on a des sites vitrines ou catalogues. Je pense que ça, tout le monde connaît le concept. C'est un site sur lequel vous ne vendez pas et vous présentez votre entreprise. Donc, c'est important pour avoir au moins une présence en ligne et faire rayonner votre marque, ainsi que vos valeurs éventuelles. Et bien sûr, quand vous vendez des biens, le site marchand est préférable pour conserver un canal de distribution en ligne sans intermédiaire. Par contre, attention, quand on est en situation de crise ou quand on veut avoir un relais de croissance efficace, le développement d'un site e-commerce via le référencement naturel, ça prend du temps. Donc, ce n'est pas un sujet qui va permettre de vendre du jour au lendemain parce qu'il faut faire référencer son site petit à petit. Après, on a les comparateurs, type Quelcoût pour le passé et Google Shopping plutôt pour les solutions actuelles, que vous connaissez certainement. C'est le bandeau que vous avez sur Google qui permet de comparer les prix des produits. Vous avez les réseaux sociaux, et Jean-René en a bien parlé tout à l'heure avec Facebook, Instagram et je crois que c'est aussi une solution qui a bien été actionnée par Jordan pour faire passer, pour mettre en avant ses produits. Et puis, vous avez aussi des solutions de régie publicitaire type Google AdWords, ce qu'on appelle le référencement payant, et qui vous permettent de positionner vos produits en tête de liste sur la page Google, mais moyennant finance. Donc, toutes ces solutions sont de très bons vecteurs d'acquisition, très bons canaux de promotion de vos produits et de vos ventes, qui vous permettent de générer du trafic sur votre site, mais moyennant finance. Donc là aussi, attention, c'est redoutablement efficace quand c'est bien fait, mais ça a un coût qui n'est pas négligeable, parce que le ROI est difficilement estimable en avance, parce que vous payez à chaque fois que quelqu'un clique sur un lien, mais voilà, vous risquez de brûler du cash sans forcément encaisser derrière. Voilà. Après, donc on a les places de marché, et c'est un peu notre sujet, notre expertise chez Market Invaders. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une place de marché? C'est un site marchand qui est proposé par une marque disposant d'une image ou d'une audience forte et qui est ouvert à d'autres marques ou distributeurs. Donc, les exemples, c'est La Redoute, par exemple, c'est une place de marché. La Fnac, Darty, Amazon, Nature et Découverte également proposent leurs propres produits, mais proposent aussi à d'autres entreprises de vendre sous leur nom, entre guillemets. Donc, pour citer aussi quelques exemples, on a des places de marché qui sont généralistes, comme bien sûr Amazon qui est la plus connue,
Cdiscount en France, qui est numéro 2 également. On a des places de marché spécifiques à un secteur comme Nature et Découverte ou bien Galerie Lafayette, La Redoute dont j'ai parlé, Back Market, Boulanger, etc. Et puis, vous avez des places de marché internationales. Là, on retombe sur Amazon, eBay, Google Shopping Actions ou Vida XL, qui est une place de marché européenne qui se développe bien. Et enfin, on voit l'arrivée des places de marché en B2B. Donc ça peut être intéressant peut-être pour certains membres également de l'APEX. On a Metro qui est une place de marché B2B. Donc c'est intéressant pour les volumes. Également, Amazon Business, donc c'est le Amazon en B2B, et Pharmedy Store pour les pharmacies. Donc l'avantage des marketplaces, c'est que vous profitez bien sûr de l'audience et de l'image de marque du site et vous vendez du jour au lendemain. En théorie, en tout cas. Donc ça, c'est pas rien parce que si vous faites bien les choses, si vous êtes au rendez-vous, vous avez une mise en avant de vos produits avec une audience maximale. L'autre intérêt, c'est qu'il y a une tarification à la performance, c'est-à-dire que vous payez selon les ventes réellement effectuées. Il y a toujours une partie, un abonnement mensuel, mais la majeure partie du coût, c'est un taux de commission qui varie entre 7 et 15% selon les places de marché et selon les catégories de produits. Donc c'est malgré tout un coût marginal et un faible investissement parce que c'est proportionnel. Et un des autres avantages, c'est la sécurisation de l'acte d'achat parce que quand vous vendez sur une place de marché, vous êtes noté par les consommateurs. Donc c'est à double tranchant certes, mais normalement, si vous avez un bon produit et que vous avez pour vocation de satisfaire vos clients, plus vous êtes un marchand reconnu, plus vous avez d'étoiles et plus vous êtes mis en avant. Donc, au départ, vous n'en avez pas, mais à partir des premières ventes, vous pouvez avoir des retours positifs et donc rassurer vos consommateurs. Alors que quand ils viennent sur votre site, ce n'est pas forcément évident d'être rassuré, surtout quand c'est une nouveauté. Et alors, maintenant qu'on a parlé de l'avantage de vendre sur une marketplace, il y a l'avantage de vendre sur plusieurs marketplaces. Et c'est un peu ce que l'on défend chez Market Invaders parce que vous boostez d'autant plus votre chiffre d'affaires du fait de la démultiplication des canaux. C'est-à-dire que si vous vendez à la fois chez Nature et Découverte, Amazon et Metro, par exemple, ou La Redoute, mécaniquement, vous augmentez votre chiffre parce que, en règle générale, l'audience n'est pas la même. Les acheteurs derrière ne vont pas sur 15 sites en parallèle. Je pense que c'est pareil pour vous. Vous allez sur 2-3 sites et pas la totalité des sites. L'autre intérêt, quand vous vendez sur plusieurs places de marché, c'est que vous vous affranchissez de la dépendance à un seul acteur. Et on peut citer Amazon, encore une fois, parce que c'est le numéro 1 et parce qu'on a pu voir dernièrement qu'il y a eu des démêlés avec la justice et que certains de nos clients, par exemple, avaient mis une partie de leur stock en sous-traitance au niveau de la logistique proposée par Amazon. Et ils se sont vus un peu handicapés parce que Amazon a été contraint de fermer pendant quelques jours ses entrepôts. Voilà, le but, c'est d'avoir plusieurs canaux. Et puis un autre point important, notamment pour l'APEX, et on en reparlera après, je pense, c'est que vous pouvez tester différents marchés à l'international en choisissant la place de marché qui a la plus forte audience dans le pays ciblé. Parce qu'Amazon n'est pas forcément numéro 1 sur toutes les catégories et sur tous les types de produits, mais on en reparle un peu plus tard. En préparation, avec Jean-René aussi, on a pas mal discuté et il y avait le sujet des idées reçues. Et je crois qu'il y en avait une qui te tenait à cœur. J'en ai une qui me tient à cœur en tant que soit distributeur ou marque qui propose ses produits donc en ligne. Le fait d'être sur une place de marché ou sur même plusieurs places de marché, n'y a-t-il pas un effet cannibalisateur en fait? Est-ce que je ne suis pas en train de cannibaliser mon image ou mon propre réseau de distribution ou celui de mes revendeurs que j'ai choisi en mettant mes produits un peu de partout sur Internet? Alors, effectivement, c'est un vrai sujet. Alors, si on parle par exemple d'une entreprise qui a un site Internet et qui vend ses produits et qui a peur de réduire le chiffre d'affaires de son propre site Internet, c'est naturel, on va dire, c'est intuitif comme réaction. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous augmentez votre audience, parce que je pense qu'en règle générale, les sociétés ont du mal à faire mieux que les leaders du marché comme Amazon, Cdiscount ou la Fnac, par exemple.
Et donc, mieux vaut profiter de l'audience de ces places de marché et occuper le terrain vis-à-vis de votre concurrence. Donc ça, c'est le premier point. Et le meilleur exemple que j'ai, c'est notre client rue du Commerce qui a longuement hésité avant de vendre ses produits sur d'autres places de marché. Et le jour où ils sont passés à cette solution-là, leur volume de vente a clairement augmenté. Donc, il n'y a pas eu de compensation. Les consommateurs des autres places de marché n'ont pas réduit d'autant le chiffre de la place de marché historique. Donc, voilà. Après, il y a un autre sujet au niveau de la cannibalisation, c'est le réseau de distribution historique. Et ça, effectivement, on en a parlé aussi avec Jordan. Et c'est un sujet à anticiper parce que si vous avez un réseau de distribution ancré sur une zone géographique en particulier, il faut faire attention. Le but n'est pas de scier sur la branche sur laquelle on est posé. Donc, ça s'étudie au cas par cas. Et souvent, nos clients se disent, sur tel pays, je ne lance pas l'activité en ligne ou l'activité place de marché parce que c'est chasse gardée par rapport à mes distributeurs historiques. Mais pour ouvrir un nouveau marché dans un nouveau pays, je le fais. Ou d'autres ont choisi d'avoir une catégorie de produits spécifiques pour la vente en ligne et puis une autre catégorie spécifique pour ces distributeurs. Voilà. Donc, Jordan, je pense que c'est peut-être le moment de prendre la parole. J'ai des choses à dire là-dessus. Donc, nous, Kakatoes, c'est sur les marketplaces que depuis le confinement. Au début, je n'envisageais pas du tout d'aller là-dessus. Non pas que j'avais peur que ça me diminue le chiffre d'affaires de mon site internet. C'était simplement que je voulais protéger ma marque. Ma marque n'était pas encore assez connue, assez forte pour aller, je pense, sur des places de marché. Et c'est surtout pour protéger aussi tous mes revendeurs parce que j'ai un gros réseau de distribution en France qui sont là depuis le début et je ne trouvais pas ça pertinent de le faire dès le début. J'ai été obligée J'y pensais, je savais qu'il fallait le faire. J'ai été obligée de le faire pendant le confinement et ça s'est relativement bien passé, je suis contente. Par exemple, à l'étranger, dès le début, on savait qu'il fallait aller sur Amazon. Donc, on a des distributeurs en Espagne, en Italie. On voulait le faire au début. On commençait avec certains distributeurs. On ne l'a pas fait. Ils nous l'ont demandé. Et c'était pour les aider qu'on s'est dit, on ne va pas y aller de suite. Maintenant, on a changé d'avis. La marque commence à être connue. Et on pense maintenant qu'on peut avoir des distributeurs et rentrer dans les places de marché. Maintenant, ça reste toujours au cas par cas. On ne va pas le faire avec tous. On demande d'accord parce que moi, ma priorité quand même, c'est de chouchouter mes revendeurs et mes distributeurs. Est-ce que Jordan, tu fais des choix en fait sur les marketplaces sur lesquels tu te positionnes en fait? Complètement. Nous, on est rentré. Donc, la première avec laquelle on est rentré, c'est Spartoo parce qu'ils font de la chaussure et en image de marque, ça correspond. Après, on sait qu'on ne peut pas aller n'importe où. On ne peut pas aller chez Cdiscount. Alors, ils sont certainement très bons dans certaines choses, mais moi, je trouve que ça ne correspond pas à l'image de marque de Kakatoes. Donc, il y a des choix. Il y a des choix à faire souvent. Il faut bien réfléchir. Il faut poser le pour et le contre. C'est soit on peut rentrer dans une grande marketplace, une grosse, faire du volume, mais après, ça va détruire un peu notre image de marque. La marque, peut-être, durera un peu moins longtemps. Voilà, ça dépend ce que vous voulez privilégier. J'ai souvent été amenée à faire des choix entre des grosses quantités ou faire continuer ma marque. Et en fait, j'ai très souvent été contente d'avoir patienté parce que l'année d'après, j'ai fait des bien plus gros scores ou des bien plus belles rencontres. Voilà. Très intéressant. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça s'analyse vraiment au cas par cas et c'est un vrai sujet. Voilà. Il y a des solutions, mais il faut l'anticiper. Alors, vendre sur les places de marché, ça engendre aussi des contraintes. La première et la plus importante selon moi, c'est qu'il faut prioriser la satisfaction client. Et culturellement, ce n'est pas un point qui est forcément évident parce qu'on a été habitué différemment. Et le sujet, vraiment, c'est de bannir les frustrations clients et donc notamment bannir les ventes hors stock, mettre en vente des produits qu'on n'a plus en stock, d'où le besoin de synchroniser ces stocks quand on vend en ligne et que les ventes sont automatisées. Tout va très vite, donc vous avez besoin d'un logiciel pour faire ça. Il faut aussi mettre en place une procédure d'expédition rapide pour répondre un peu aux attentes, aux exigences imposées par les différentes places de marché. Il faut être capable de gérer les retours de marchandises. Donc ça, ce n'est pas neutre aussi. Et ça ne s'improvise pas. Il faut répondre de manière réactive aux messages envoyés par les clients. Ça, c'est un point important.
et également d'autres contraintes liées à la mise en ligne comme de vos produits. Si vous êtes une marque, par exemple, et que vous vendez un produit qui est le vôtre, il faut d'abord le faire référencer sur la place de marché. Donc, il faut fournir des données de qualité et notamment des caractéristiques produits comme la taille, la couleur, etc. Ce sont des caractéristiques obligatoires. Et il y a ce sujet de qualité de la donnée qu'il faut avoir en tête. Et il y a une autre contrainte qui est pas neutre, c'est la contrainte fiscale à anticiper. Parce que quand vous vendez à l'étranger, également en Europe, il y a des règles à connaître. Il faut que vous puissiez déclarer votre numéro de TVA dans le pays concerné. Et là, au lieu de… Je pense que je vais passer la parole directement à Cédric, à notre partenaire ASD Group, qui gère ce genre de solution très, très bien pour nos clients. Donc, je ne sais pas si tu… Bonjour à tous. Oui, merci Vincent. Effectivement, la société ASD Group est une société française qui a aujourd'hui 20 ans d'existence. Rapidement, pour vous faire le scope d'ASD, on accompagne les entreprises sur leur développement international. Et bien sûr, dans cet accompagnement, les vendeurs qui vendent soit par le biais du e-commerce ou soit par le biais des marketplaces sont des partenaires que nous accompagnons tout au long de l'évolution de leur vente. Comme le disait si bien Vincent, c'est que effectivement, quand on commence à vendre et quand on a des facilités de développement, qu'elles soient locales ou internationales, on se retrouve très vite confronté à des contraintes fiscales. Et pour s'éviter cela et afin de prévenir et de sécuriser, les personnes soit viennent nous voir une fois que c'est trop tard, donc du coup on essaye de rattraper auprès des administrations, soit on essaye de prévenir et d'accompagner tout au long de l'évolution des ventes des vendeurs des marketplaces ou par le biais de leur site e-commerce, les accompagner sur les réglementations liées surtout au marché européen. Aujourd'hui, on a une présence ASD Group mondiale et on accompagne des vendeurs de marketplace, que ce soit aux US, en Europe ou sur la partie Asie. Ok, merci Cédric. Donc voilà, c'est un sujet à connaître, mais vous avez une solution qui est assez facile à utiliser. Plus vous vendez donc sur les différents canaux en parallèle, plus les contraintes que je vous ai citées augmentent, d'accord ? Donc c'est pour répondre à ces contraintes et enjeux qu'on a créé Marketing Leaders. La genèse de notre service, c'est un client qui nous a sollicité pour gérer ces sujets d'automatisation, de synchronisation des stocks, de centralisation des commandes et de monitoring des ventes sur plusieurs canaux. Ceci étant dit, l'outil ne fait pas tout, d'accord ? Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est un projet à part entière. Donc, pour vendre sur les places de marché, il faut s'investir à minima pour que les publications soient optimisées, pour que vos annonces soient de qualité. Et pour le coup, ça peut aller vite si vous avez tout ce qu'il faut. Ça peut être aussi plus long. Donc, c'est un petit warning, c'est que ce n'est pas magique non plus, quoi. Voilà. Et à ce sujet, par rapport aux contraintes, je pense, Jordan, on en parlait, vous vous êtes rendu compte de l'importance du service client en passant sur les places de marché par rapport aux ventes B2B. Je ne sais pas si vous voulez en parler. Complètement. Moi, jusqu'à présent, j'avais quelqu'un, on s'en occupait nous. On avait un petit service client, mais bon, c'était gérable. Quand on a intégré quand on a intégré Spartoo, on a été submergé de commandes via l'augmentation de notre chiffre de notre site internet et avec Spartoo. Et j'ai dû embaucher quelqu'un suite à ça qui s'occupe que du service client. Parce que déjà, le catalogue, pour intégrer les places de marché, il faut dire c'est assez compliqué au début. Le catalogue, nous, on s'y est repris à 3-4 fois pour l'envoyer, se faire valider. Après, une fois que c'est fait, c'est parfait. Il y a tout qui roule. Mais il y a besoin moi, j'ai eu besoin d'embaucher une personne pour s'occuper que du service client. Voilà. Donc, c'est à mettre en regard par rapport au ROI. Voilà. Mais bon. Intégré, mais bon, après, quand même, je suis très satisfaite et je ne regrette pas. Voilà, ça a un coût, mais ça suit derrière. Super. Donc, après, il y a le sujet logistique. Donc, bien sûr, il faut pouvoir stocker ces marchandises et puis les expédier. Soit vous le faites en interne, soit vous externalisez. Pour l'externalisation, vous avez Amazon qui propose, avec leur Fulfillment by Amazon, le Amazon FBA,
qui propose une solution qui gère l'entreposage, l'expédition et qui dispose surtout d'un maillage très solide et efficace du territoire en France, en Europe comme à l'international. Donc, c'est une bonne solution quand même pour faire des tests à l'étranger notamment. Vous avez Cdiscount qui a lancé à peu près la même offre, c'est plus franco-français. Et un autre exemple d'une startup régionale qui s'appelle Wing, qui propose aux commerçants français de se charger de l'expédition des colis du pas de port du magasin au consommateur final. Donc, c'est ça pour s'il y a des entreprises qui veulent aussi un peu gagner du temps là-dessus, c'est une bonne solution pour sous-traiter la partie expédition. Voilà. Après, il y a les moyens de paiement. Je pense que là, on peut passer vite. C'est un sujet qui est très mature. Les banques, les acteurs bancaires traditionnels proposent tout un tas de solutions pour vous permettre d'avoir un paiement en ligne sur votre site Internet. Et puis, il y a d'autres solutions plus innovantes comme Stripe, PayPal, Braintree, etc. Mais ce n'est pas un sujet pour les ventes sur les places de marché. Parce que sur les places de marché, c'est la place en elle-même qui gère le paiement. Le système est bien encadré juridiquement, qui oblige l'utilisation d'un tiers de confiance qui assure la rémunération du vendeur ou du marchand. Donc voilà, c'est bien suivi. Et le message que je voulais faire passer aussi, c'est qu'on est en train de dire que beaucoup de choses peuvent être sous-traitées. Donc ça, c'est une bonne solution pour réduire ses coûts et puis aller vite. Mais il y a aussi la possibilité, une fois qu'on a fait son test et qu'on commence à avoir un retour sur investissement intéressant, de réinternaliser certaines parties. Pareil, en préparation avec Jean-René et Jordan, on en discutait et il y avait le sujet l'opportunité de réinternaliser, par exemple, la logistique peut-être ou d'autres pans pour gérer ses marges au mieux, en fait. Donc là, je ne sais pas si Jordan, c'est ce qui s'est passé. Moi, depuis le début, j'ai préféré externaliser. Je pensais que c'était moins de travail. J'avais beaucoup de choses à faire et j'avais l'impression que ce serait moins cher, plus intéressant pour nous. Donc, j'ai fait plusieurs sociétés. Puis là, et chaque année, en fait, j'ai décidé de changer parce que soit c'était trop cher, soit ça allait pas. Des erreurs, des choses comme ça. Donc, jusqu'à présent, c'était très bien parce qu'on ne faisait pas grand-chose sur notre site internet, 10-15% de notre CA. Mais à partir de 2021, j'envisage de récupérer ma logistique, de prendre des entrepôts et de gérer en interne. Je pense être bien plus performante. Mais pour le début, c'est pas mal d'externaliser. En tout cas, c'est ce que j'ai fait moi dès le début. Voilà. On se rend compte en fait que pour se digitaliser, il y a une série d'outils ou de services qui existent. Au début, c'est peut-être une très bonne solution pour s'essayer. Et comme vient de dire Jordan, avoir une capacité d'intégration future sur différents métiers qui sont stratégiques et qu'on pourrait maîtriser. Moi, j'attire juste en fait l'attention sur OK, il y a une série d'outils, il y a une série de problématiques métiers, mais il ne faut pas oublier en fait la dimension de ce marché, puisque on est juxtaposé quand on est sur Internet, quand on se publie sur Internet, on est juxtaposé à d'autres concurrents. Les consommateurs sont tous devant nous, sont volatiles, vont pouvoir butiner. Et l'importance de la veille marché, c'est la veille stratégique, qui fait quoi? Comment sont vendus mes produits? À quel prix? Est-ce qu'on respecte bien mon image de marque? Et toute cette veille concurrentielle, je peux dire, devient en fait vitale parce qu'on n'a pas la même promiscuité qu'on pourrait avoir sur le marché physique. C'est ça aussi la genèse de notre entreprise, puisque on s'est mis sur la veille marché pour justement accompagner soit les acteurs à se digitaliser, soit à veiller sur les différents canaux de distribution, parce que ça devenait un enjeu terrible pour eux. Voilà. Vincent, okay. Je te rends la parole. Merci. Donc, un des derniers points qu'on voulait adresser, c'était parler des leviers du digital pour se développer à l'international, parce que la vocation de l'APEC, c'est quand même ça. Donc, autrefois, c'était il y a une dizaine d'années finalement, pour développer un marché à l'export, il fallait ouvrir une filiale sur place, louer des locaux, ouvrir des points de vente physiques. Et l'opération pouvait coûter plusieurs centaines de milliers d'euros par pays. Et à côté de ça, la promesse d'il y a 20 ans, c'était avec Internet, vous allez pouvoir vendre dans le monde entier, ce qui n'a jamais fonctionné pour la plupart des PME ou des plus petites entreprises, jusqu'à l'apparition justement des places de marché et notamment des solutions logistiques internationales.
Donc là, si vous voulez, la promesse d'il y a 20 ans de l'Internet, elle est en train de elle est réalisable par rapport à ces solutions-là. Et les places de marché ont une telle audience, et ça va en continuant, que vous pouvez décider de tester certains marchés à l'export pour tout ou partie de votre catalogue, et vendre du jour au lendemain sans avoir besoin de réellement investir au préalable, si ce n'est le coût lié à votre logistique externalisée. Donc ça, je pense, c'est à garder en mémoire pour ouvrir ou tester des marchés. Vous n'avez pas de fonds de commerce à payer, pas de commerciaux à rémunérer et pas d'entrepôt de stockage dans chacun des pays que vous voulez tester. Donc on arrive au bout de… J'ai des choses à dire là-dessus, par exemple. Ah oui. Je peux intervenir. Oui, Nous, on envisage là de faire incessamment sous peu de rentrer dans des places de marché, mais dans les pays où nous ne sommes pas. On a fait il n'y a pas longtemps, on est rentré sur un site en ligne de mode qui s'appelle Skylight. C'est un site de référencement où on paye au clic. Donc c'est un peu en fait comme la place de marché. Au-delà des ventes que ça a généré, que ça va générer, on s'est fait contacter là depuis. Donc c'est en Allemagne, c'est un gros site. On s'est fait contacter par deux gros distributeurs qui ont vu donc notre marque sur ce site-là et qui veulent maintenant nous distribuer. Donc, au-delà de faire des ventes, après, parce que c'est difficile, on veut intégrer un pays, mais il faut avoir les bonnes connexions, les bons distributeurs, on ne les rencontre pas tous les jours. Et quand on rentre dans des places de marché à l'étranger, ça permet de faire connaître notre marque et d'être après contacté par des gros revendeurs ou par des distributeurs. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé sur ce site-là en Allemagne. Voilà, c'était la petite touche positive. Bon, comme quoi, ce qu'on vous raconte, c'est pas du chiquet, en fait. Voilà. C'est la vraie vie. Ça a des répercussions derrière. C'est ça. Donc, en synthèse, puisqu'on arrive à la fin de l'exposé, il y a une accélération de la mutation du digital, du secteur du retail. Je pense que ça, c'est indéniable. Il faut aller sur le e-commerce dans la mesure de vos contraintes, bien sûr, de vos contrats, etc. Mais voilà, le sujet, c'est il faut y aller. Il existe différentes solutions pour développer les ventes en ligne à moindre coût. Le capital conséquent que vous deviez mobiliser au départ ou investir pour tester des marchés, donc les CAPEX, sont devenus des OPEX résiduels. Donc ça, c'est vraiment un changement de paradigme très important. Aujourd'hui, tous les services dont vous avez besoin, ou presque, le site internet, la vente sur les places de marché, la logistique, le service client même dans certains cas, représentent des coûts variables qui peuvent être loués et à un coût marginal. Donc ça je pense que c'est important à retenir. Et les places de marché représentent une solution de croissance hors pair en France comme à l'international, parce que, je ne vous l'ai pas dit encore, mais certains de nos clients observent depuis maintenant 4-5 ans, pour ne pas le citer, c'est France Accessoires, qui est une belle PME de la région, qui a une croissance à 2 voire 3 chiffres selon les années. Et ils vendent, c'est un pure player, que sur leur site ou sur les places de marché. Donc voilà, c'était à citer, je pense. Il y a quelque chose qui s'est passé, Vincent, par rapport à la période. Il y a eu pas mal de démarches solidaires aussi pour aider à la digitalisation. Effectivement, on en avait parlé et c'était le bon côté. On l'a vu, même sur le WhatsApp de l'Apex, des gens qui ont cousu des masques, etc. Et au niveau du e-commerce, en France comme à l'international, il y a eu aussi cette même ferveur. Et donc, c'est le bon moment, d'autant plus pour vous, pour ceux qui voudraient y passer au e-commerce ou aux places de marché, parce qu'il y a une opportunité, il y a des réductions, des gratuités qui sont proposées par Cdiscount, eBay. Cdiscount a même proposé pour les magasins de mettre en ligne leurs produits gratuitement ou à 50% du coût au niveau du taux de commission, si elles livraient à proximité de leur magasin. Donc, il y a des réelles opportunités à saisir. Donc, c'est finalement, quelque part, le bon moment, même si certains sont peut-être en retard, entre guillemets. Vous avez peut-être bien fait d'attendre parce que ça coûte de moins en moins cher. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si Jean-René, Jordan ou même Cédric, Nathalie. Non, moi, je vais juste conclure, dire que c'est quelque chose que je n'envisageais pas depuis le début, mais je suis contente de l'avoir fait.
Et j'envisage d'aller vers d'autres marketplaces et de continuer en ce sens-là. Voilà. Et c'est le confinement qui m'a fait me rendre compte de tout cela. Donc, je vous incite à le faire. Non, moi, je souhaitais juste souligner l'agilité déployée par tous ces acteurs, justement pendant cette période, parce que le confinement montre qu'on est agile encore, même si on est des petites ou des grosses entreprises. Et ça fait du bien de se remuer de temps en temps. Kakatoes en est un bon exemple. Elle a accéléré rapidement sa mise en ligne sur certains réseaux. Et il ne faut pas croire que tout est des montagnes. Il suffit d'y aller, quoi. Il suffit de commencer à grimper la montagne pour pouvoir la franchir. C'est vrai. Les frontières également, si je peux enchaîner, c'est que ce n'est pas non plus une difficulté à passer, dans le sens où effectivement on a énormément de flexibilité et de facilité pour ouvrir des numéros de TVA dans les pays de la communauté européenne pour pouvoir s'essayer à un marché et ça sans avoir forcément besoin de parler la langue du pays, puisqu'on peut se charger pour vous de ces démarches-là. Donc c'est très facilitant également et ça permet de développer rapidement d'autres marchés. Y a-t-il des questions? Peggy Santerre, tu as mis le doigt là sur un point particulier. Est-ce que tu veux intervenir à ce sujet? Oui, alors je ne sais pas si parmi vous, il y a des entreprises qui vendent déjà sur des marketplaces à l'international et qui seraient intéressées de participer à un programme qu'on lance en ce moment. Donc, nous, on est une agence de traduction humaine et hybride et on va lancer un nouveau service qui va être de pouvoir répondre très rapidement aux commentaires que vous allez recevoir de la part de vos clients sur les marketplaces quand il y a un retour ou des insatisfactions. Donc, surtout Amazon fait un ranking et regarde la réactivité que vous allez à répondre. Sauf que si c'est un client espagnol ou allemand, vous aurez peut-être du mal à répondre. Donc, on est en train de de chercher en tout cas le meilleur business model avec peut-être un service d'abonnement où en fait on pourrait répondre rapidement dans les langues des consommateurs. Donc, pour lancer ce marché, on recherche plusieurs entreprises qui ont cette problématique-là et qui pourraient en fait nous communiquer les problématiques, qu'on travaille dessus et qu'on fasse des testings avant de mettre en place la solution et qu'elle convienne à tout le monde. Donc, s'il y a des personnes qui veulent se prêter au jeu et pour bénéficier de ce service quelque temps, gracieusement, le temps qu'on mette tout ça en place, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis mes coordonnées dans les commentaires. Merci beaucoup, Peggy. Moi, j'ai une question complètement profane. Est-ce qu'il existe des entreprises qui font tout ce que vous faites, mais en un, c'est-à-dire une entreprise qui serait plus intéressée à faire du B2B, comme le faisait Jordan avant, et pas du tout intéressée par la pluridiscipline, le côté pluridisciplinaire pour pouvoir faire de la vente sur les marketplaces ou sur son propre site internet. Et donc, du coup, je prends le package et je le donne à une entreprise qui, elle, va tout gérer. Est-ce que ça, c'est des choses qui existent? Donc, elle va gérer la logistique, la vente, etc. Et elle va toucher un pourcentage sur le retour des ventes. Est-ce qu'il existe des entreprises qui font tout en un? Alors, tout à fait. On a des entreprises qui utilisent notre solution et qui proposent de gérer la totalité, les échanges avec les clients, la sous-traitance au niveau logistique, enfin, voilà, gérer totalement l'activité. Donc oui, ça existe. Et si ça vous intéresse, on peut vous mettre en relation, ça sans problème. J'avais une autre question, c'était à partir de quel chiffre d'affaires finalement l'investissement sur les marketplaces devienne intéressant? À partir de combien de produits? Comment on peut schématiser le début d'un business plan en se disant ok, je me lance dans les marketplaces ou la vente à distance, puisque finalement les marketplaces c'est pas que Amazon ou c'est Discount, etc. Mais comme tu le disais tout à l'heure, la Redoute finalement c'est une marketplace, même si on ne l'identifie pas, ou Nature et Découverte comme premier
première marketplace, mais c'est vrai que finalement, quand tu en parles, ça devient évident. À partir de quel chiffre d'affaires on peut se dire, bon, parce que finalement, il y a beaucoup d'investissements, les mots-clés, le référencement, etc. Il y a un intérêt à investir dans cette activité. Alors justement, pour moi, quand on veut vendre sur son site internet, il y a un investissement au départ, les mots-clés, etc., ce dont tu parlais. Après, la vente sur les places de marché, l'investissement, il est résiduel en fait. Enfin, c'est plus, est-ce que le business model de la société génère de la marge? Si oui, bon, bah, il faut que vous donniez un peu de marge, on avait dit entre 7 et 15% à l'intermédiaire place de marché. Mais pour moi, voilà, c'est pas vraiment un sujet de coût. Et c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment faire des tests, enfin, même une entreprise qui a un ou deux produits, on en a. Hein. On en discutait avec mon directeur commercial Alexis et un prospect, une société qui vend un seul produit, qui fait plusieurs centaines de milliers d'euros, mais qui commence à bien vendre sur les places de marché. Donc, il n'y a pas de seuil particulier. Après, ce qu'on peut dire, c'est que même avec un produit, le sujet, c'est qu'il faut que vous puissiez le vendre au plus de consommateurs possible. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est de vendre, que vous ayez peu ou beaucoup de produits sur plusieurs places de marché en y allant crescendo, en faisant peut-être une au départ, et puis rapidement une deuxième, et puis tant que ça marche, vous continuez en y allant quand même pas à pas, parce qu'il y a un sujet de synchronisation, un sujet quand même d'organisation dont on a parlé. Donc, je pense qu'il ne faut pas attendre pour y aller. Et après, c'est plus dans le monde de marketplace où il faut y aller. Bon, commencer un mois déjà à faire un test sur une place de marché, mettre en nature et découverte si c'est la cible. Puis après, essayer une autre derrière, essayer un pays en particulier. Mais pour moi, il n'y aurait pas de seuil. Après, Jean-René, Jordan, enfin, les participants, n'hésitez pas, on peut en parler. Mais... Non, c'est plutôt, comme tu l'as dit, est-ce que ma marge résiduelle est suffisante à partager encore et ça fait des bons tests pour aller essayer. En fait, je trouve que c'est très intéressant pour essayer des lancements de produits ou des choses comme ça. Je ne sais pas si ça répond, Nathalie, à la question. Oui, complètement. Ouais. Je vais en poser encore une parce que on est sur le chemin. Il existe en B2B, tout à l'heure tu parlais de métro par exemple, maintenant de grosses places de marché qui s'installent. Qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que vous pensez des places de marché en B2B qui vous proposent de payer un pas de porte d'une somme relativement importante pour être présent sur la place de marché plutôt que de prendre un pourcentage sur les ventes? Après, tout dépend de l'audience de cette place de marché, du ROI estimé, mais j'aurais tendance à dire que quand même, ce qui est sain, c'est de faire des tests et de vérifier dans les faits ce que ça rapporte. Enfin, moi, ça, c'est mon point de vue personnel, mais donc j'aurais tendance à dire que faut commencer par des tests et puis après, pourquoi pas négocier dans tous les sens un montant au départ et moins de commissions ou inversement. Ouais, je ferais des tests, quoi. D'accord. Moi, c'est pas quelque chose où j'irai dès le début. Je préfère le principe de payer un pourcentage sur ce que je fais, que donner une somme d'argent sans savoir. C'est ça. Voilà. Donc, moi, je suis réticente à ça. Souvent, ces marketplaces qui pratiquent ces tarifs sont des marketplaces de niche, très spécialisés dans des secteurs. C'est pas tout à fait pour du grand public. Enfin, c'est sûrement pas pour du grand public, puisque c'est du B2B. Mais ça dépend aussi beaucoup du secteur d'activité. Peut-être qu'on paye un pas de porte pour être référencé. C'est plutôt un annulaire, une suite d'entreprise à ce moment-là, plutôt qu'une véritable marketplace en tant que tel. Et comme dit Paul Chaffard, rien ne vaut les success fees. Effectivement, je partage en tout cas. Tout à fait. Mais après, je ne sais pas. Pardon, oui, Anna. Quelles pourraient être les futures tendances du e-commerce? Comme il faut toujours avoir un coup d'avance, aujourd'hui, quelles sont les tendances vers quoi on se dirige au niveau du e-commerce? Comment ça peut évoluer plus et différemment en fait? C'est un peu dans le commentaire de Peggy Santer qu'on retrouve ça, c'est la considération de ce consommateur. Ça doit être le fil conducteur de tout, malgré les problématiques que l'on a de marge, de production, de commercialisation. C'est lui qu'il faut considérer et c'est lui qu'il faut du coup
suivre parce que c'est sûrement lui l'enjeu de la consommation de demain. En tout cas, selon moi. Et Nathalie, par rapport à ta question, je sais, la dernière sur la partie B2B, donc si, comme Nathalie, vous avez ce genre de questions, n'hésitez pas, je ne vais pas faire du tort aux avocats, mais on ne fait pas payer le temps passé au téléphone. Donc n'hésitez pas, on peut parler de vos questionnements sans problème. Nous, on est encore une petite société du coin et on s'enrichit beaucoup des échanges. C'est pour ça qu'on fait partie de l'APEX aussi. Donc voilà, discutons de tous vos besoins. Moi, ça m'intéresse personnellement. Et puis, si on fait affaire, tant mieux. Si on ne fait pas affaire, tant pis. Mais en tout cas, on aura appris des choses, je pense, tous. Voilà. Merci beaucoup. Pas de questions? Il est 13h30. On va mettre fin à l'interview. En tout cas, merci beaucoup. C'était extrêmement enrichissant et ça permettait vraiment de retracer de façon extrêmement large les possibilités de l'e-commerce et des marketplaces versus des stratégies, comme l'a évoqué Jordan, des stratégies de vente en B2B par des distributeurs bien précis ou par rapport finalement à son propre site internet. Et ça permet déjà de bien imaginer déjà l'envergure du travail que cela peut être de s'investir dans les marketplaces. Jordan disait, alors je suppose que c'est pendant la période de confinement que tu as dû engager quelqu'un. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas faire occasionnellement et c'est un vrai investissement. Mais au regard de toutes les informations, en tout cas les retours qu'on a eus et qu'on a la chance d'avoir à l'APEX de certaines entreprises, c'est vrai que quand on a des marques et des produits extrêmement spécifiques, ça peut être source de très fort chiffre d'affaires et de forts revenus. Donc, bravo Jordan, en tout cas, pour ta marque. Et je sais combien c'est une grande fierté pour le territoire de t'avoir à Marseille et de savoir que tu vends déjà dans beaucoup de pays et que tu es très connu et que petit à petit, challenger, tu deviens leader sur tes parts de marché. Merci beaucoup à tous. On vous retrouve mardi prochain avec l'interview de Capsum. Et je te souhaite un bon appétit. Merci. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.